Bonjour et bienvenue sur Pragmat. Le but de cette capsule est de vous présenter les 6 fonctions trigonométriques qui existent jusqu'alors. Donc, nous avons plusieurs schémas comme vous pouvez observer. Ici, nous allons essayer d'identifier chacune des fonctions trigonométriques. Ce schéma, on va voir l'ensemble des fonctions, les 6 fonctions. Tout d'abord, il faut considérer des préalables, c'est-à-dire les éléments, les aspects à tenir compte avant même d'arriver à l'identification de chacune des 6 fonctions. Tout d'abord, comme préalable, le cercle trigonométrique. Quand on parle de cercle trigonométrique, c'est quoi? Qu'entendons par cercle trigonométrique? Pour parler de cercle trigonométrique, la première des choses, il faut considérer un plan cartésien. Donc, nous allons dire ici, notre plan cartésien est x', OX, okay? Y', OY. Donc, nous avons un plan cartésien formé par deux axes, les axes x', OX et y', OY. Mais comme caractéristique principale, il faut que le cercle soit centré à l'origine. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Il faut que j'ai un cercle centré à l'origine. Donc, ici notre cercle. Donc, ce point, le point O, est le point d'origine. Okay? Donc, O, notre point d'origine. La deuxième chose, le deuxième élément, le deuxième aspect à tenir compte, il faut que le rayon du cercle soit unitaire. Donc, rayon du cercle soit unitaire. Donc, c'est-à-dire le rayon est égal à 1. À l'unité. La troisième caractéristique, il faut que les arcs qui vont être générés, les arcs de cercle, soient en position normale. Donc, quand on parle de position normale, il faut que les arcs prennent naissance, il faut que les arcs commencent à partir du côté positif ou de la partie positive de l'axe des abscisses. Donc, de ce côté, c'est le point E qui est le point d'origine des arcs. Le point E est appelé origine des arcs. Donc, quand on parle de position normale, on dit aussi ou position standard. Okay. Donc, on parle d'origine des arcs. Le point E est l'origine des arcs. Donc, ce qui entraîne que mon cercle doit être orienté de la droite vers la gauche. Donc, l'orientation du cercle est aussi importante pour parler de cercle trigonométrique. Donc, l'orientation du cercle est bien de la droite vers la gauche, dans le sens anti-horaire.
ok, dans le sens anti-horaire. Donc, je dis de la droite vers la gauche. Donc, on parle de cercle trigonométrique. Lorsque ces quatre conditions se réunissent ou bien sont réunies, nous sommes bien en présence d'un cercle trigonométrique. Donc, pour cela, nous disons que ce schéma-là, cette figure représente un cercle trigonométrique. C'est fondamental à considérer. Okay? Donc, vous pouvez prendre des notes pour ça. La deuxième chose comme préalable que nous allons voir est premièrement de créer un angle. Il nous faut un angle. Donc, je vais considérer un angle, mais en position normale, c'est-à-dire un angle qui va aller ici, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, dans ce sens, dans le sens anti-horaire. Je vais l'appeler θ. OK? Donc, nous avons notre angle orienté. Donc, il nous faut un angle orienté. Donc, ça, c'est le premier élément ici. Donc, pour parler de cercle trigonométrique. La deuxième chose, il nous faut un angle orienté. Bien sûr, quand on parle d'orientation, il faut voir dans le sens anti-horaire. Angle orienté. Et les arcs aussi sont orientés dans ce sens également. Préalable, donc il nous faut considérer les définitions bien sûr de chacune des fonctions trigonométriques. Ce sont des éléments importants, considérables, sine qua non, indispensables pour pouvoir identifier chaque fonction. Donc, la troisième chose est bien de considérer les définitions. Donc, nous allons effacer ici pour parler de définition. Du même coup, nous allons en profiter pour parler des théorèmes. Donc, les définitions sont accompagnées de théorèmes. Okay. Lorsque nous avons l'ensemble de ces préalables, il va être facile de pouvoir identifier les fonctions trigonométriques. Okay. D'abord, je vais essuyer ici pour pouvoir présenter les définitions et les théorèmes qui viennent avec. Définition qui est considérée comme troisième aspect, troisième élément à considérer. Nous allons voir le sinus. En fait, on dit que le sinus représente la deuxième composante d'un point situé sur un cercle trigonométrique. Là, on est en dimension 2. Bien sûr, il faut tenir compte de la dimension. Nous sommes en dimension 2. Quand on parle de dimension 2, il faut voir abscisse et puis ordonnée. Ou première composante ou deuxième composante. OK? Première composante ou abscisse, deuxième composante ou ordonnée. En fait, le sinus correspond à la deuxième composante d'un point
situé sur le cercle trigonométrique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ça. Quand on parle de deuxième composante, il faut immédiatement penser à la fonction sinus, où la fonction sinus représente l'ordonnée d'un point situé sur un cercle trigonométrique. Donc, je dis le sinus correspond tout simplement à l'ordonnée. Du point trigonométrique. Okay? Ça, c'est une chose importante, indispensable à savoir, à capter, à mémoriser, à parcuriser. Important, fondamental. C'est une pièce importante en trigonométrie, de savoir que le sinus représente l'ordonnée d'un point du cercle. Deuxième chose, ça vient avec d'autres définitions, en effet, disant que le sinus, deuxièmement, le sinus, bien sûr, pour tout triangle rectangle, le sinus correspond au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, pour tout triangle rectangle, le sinus correspond au rapport existant entre le côté opposé et l'hypoténuse. C'est fondamental. Donc, le sinus, bien sûr, d'un angle. Dans ce cas, par exemple, sin θ, ça va être côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, pour côté opposé, je vais tout simplement dire c'est OPP. Au lieu de C.OPP, je vais dire tout simplement OPP, ok? Pour faciliter l'expression. Donc, nous avons besoin de deux choses pour pouvoir identifier le sinus ici dans notre schéma. La première est cette définition disant que le sinus correspond à la deuxième composante ou à l'ordonnée d'un point trigonométrique, c'est-à-dire d'un point situé sur le cercle trigonométrique. Et la deuxième chose, quand on considère un triangle rectangle, donc le rapport qui existe entre le côté opposé à l'angle considéré, bien sûr c'est un angle complémentaire, sur l'hypoténuse, ça me donne en fait le sinus. Donc, ce rapport-là correspond au sinus, ou bien à la fonction sinus. C'est fondamental pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, le sinus ici. Donc, d'autres éléments que nous devons considérer, maintenant, c'est avec quel triangle nous allons travailler dans ce schéma, dans cette figure ici. Nous allons considérer le triangle OAC. Okay? Nous pouvons considérer le triangle OAC. Mais
Tout d'abord, j'aimerais terminer d'identifier les angles qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'être plus à l'aise avec l'identification des fonctions. D'autres choses, il faut faire appel à certains éléments, à certains aspects géométriques pour pouvoir identifier d'autres angles ici. Par exemple, nous avons un angle ici à considérer, l'angle FGO ou bien OGF. Pour considérer cet angle, pour l'identifier, il faut faire appel à certaines notions géométriques. Lorsqu'on a deux droites parallèles, dans ce cas, l'axe des X et cet axe que plus en avant nous allons identifier c'est quoi cet axe, c'est bien sûr pour anticiper, c'est l'axe des cotangentes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Lorsqu'on a deux droites parallèles, toute droite séquente à l'une est séquente à l'autre. Et les angles alternes, ou encore les angles alternés, sont égaux. Par conséquent, puisque ces deux droites sont parallèles, et j'ai une séquente, la couleur bleue ici, nous disons que la séquente à cette droite est aussi séquente à l'autre, et les angles alternés ou les angles alternes sont égaux. Donc les angles ici sont égaux. Par conséquent, j'ai θ ici. Donc je vais dire ici, j'ai θ. Okay? Donc, si vous observez bien, on a le segment BC aussi, qui est parallèle au segment OA, et je dirais même isométrique à OA. Donc, je peux aussi dire qu'il y a θ ici. OK? Donc, bien sûr, si j'ai l'angle θ, et vous pouvez voir qu'il y a un angle de 90 degrés ici, pour l'axe OX, OY. Par conséquent, cette partie, c'est bien 90 degrés moins θ. Ici. Donc, on a 90 degrés moins θ. Donc, nous pouvons dire ici, ça va être l'angle θ. Donc, puisque les angles sont complémentaires, parce qu'il s'agit ici de triangle rectangle aussi. Pourquoi un triangle rectangle? Le triangle OCN est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que il y a un théorème disant que toute droite tangente à un cercle, n'est-ce pas, est perpendiculaire au rayon du cercle. Par conséquent, j'ai le point C ici, qui est le point tangente, ou encore le point de la tangente. Donc, de ce point, par une projection vers, n'est-ce pas, l'origine, donc ça forme le rayon. Donc, ici, j'ai un angle de 90 degrés. Par conséquent, le triangle OCN est un triangle rectangle. Donc, puisqu'il s'agit de triangle rectangle, cela sous-entend que j'ai un angle de 90 degrés ici. Par conséquent, les angles ici sont complémentaires. Donc, si les angles sont complémentaires, ça forme un total de 90 degrés. Étant donné que j'ai déjà mon angle θ ici, donc immédiatement, j'ai 90 degrés moins θ. En ayant 90 degrés moins θ, pour compléter 90 degrés, je dois ajouter θ. Parce que 90 moins θ plus θ me donne 90. C'est pourquoi ici, je dis que mon angle est θ également. Logique. OK? Donc, c'est super important de comprendre certaines notions géométriques pour pouvoir travailler en trigonométrie. D'ailleurs, la trigonométrie en elle-même est une partie de la géométrie. Okay? Donc, il est fondamental de se rappeler de certaines notions géométriques, okay? De certains théorèmes, de certaines théories, de certaines propriétés géométriques pour pouvoir travailler en trigonométrie.
Donc, je vais pouvoir essuyer ici en ayant en tête les définitions du sinus, les différentes définitions, c'est-à-dire que le sinus correspond à la deuxième composante du point du cercle, c'est-à-dire d'un point situé sur le cercle trigonométrique. La deuxième chose est que le sinus correspond au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc avec ces deux éléments-là, ces deux points forts, nous sommes en mesure d'identifier notre fonction sur le cercle trigonométrique. Donc, nous disons bien qu'il s'agit du sinus ou la fonction sinus. Abréviation, nous allons dire tout simplement sin. Okay? Donc, puisque nous allons utiliser l'angle θ comme angle d'orientation, nous pouvons tout simplement écrire θ juste pour ajouter l'angle. Okay? Très important. Donc, nous disons tout à l'heure que le sinus d'un angle, dans ce cas θ, c'est bien le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Très important à savoir. Okay? Maintenant, pour pouvoir identifier ça, pour pouvoir présenter ça, il nous faut considérer un triangle. Donc, on parle de considération. Considérons le triangle OAC rectangle en A. OK? Le triangle OAC est rectangle en A, c'est-à-dire mon 90 degrés est ici. En fait, quand on parle d'hypoténuse, l'hypoténuse correspond, n'est-ce pas, au côté opposé à l'angle droit pour tout triangle rectangle. Okay? Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse correspond au côté opposé à l'angle droit. Donc, j'ai mon angle droit ici. Immédiatement, le côté opposé, ça va être OC, donc c'est l'hypoténuse. Et le côté opposé proprement dit est le côté qui se trouve en face de l'angle considéré. L'angle complémentaire, c'est bien sûr, c'est θ. Donc, on va dire que AC représente le côté opposé. Donc, si je prends ce triangle ici, si je redessine ce triangle, je vais dire, si je reproduis ce triangle ici, donc j'ai O, A, et puis C. OK? Donc, j'ai mon angle θ. Donc, ici, je dis c'est le côté opposé à l'angle complémentaire considéré et l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, puisque ici, j'ai l'angle droit. Donc, je vais dire cette partie ici représente l'hypoténuse. Donc, en fait, l'hypoténuse, comme vous pouvez observer, représente la pente. Donc, le sinus, sin θ, donc AC sur OC. OC représente le rayon. Donc, le rayon est égal à l'unité. Donc, nous avions dit que le rayon doit être unitaire. Le rayon doit être unitaire. Très important. Par conséquent, je peux tout simplement dire que sin θ est égal à AC. Donc, effectivement, hein? Donc, je dis AC est égal à sin θ. Mais AC est isométrique. AC est isométrique à OB. C'est-à-dire AC est égal à OB. Le segment AC est égal à OB. Donc, par conséquent, OB aussi représente le sinus, c'est-à-dire sin θ est égal à
OB. Nous pouvons écrire ici sin θ. Donc, le sinus va être toujours ici. Donc, notre fonction sinus est ici. Donc, c'est pourquoi nous identifions que le sinus va se trouver ici. Le sinus est vertical. Donc, tout ça, ok, tout ça ici représente la fonction sinus. Donc, on a le sinus ici. Le sinus est compris entre -1 et 1 et le sinus est vertical. Le sinus ou encore la fonction sinus est verticale. Le sinus est vertical. Le sinus est debout. Le sinus est debout. Le sinus est vertical. Le sinus correspond à l'ordonnée. Très bien. Tout ça. Le sinus est compris entre -1 et 1. Donc ici, j'ai la fonction sinus. Par conséquent, vous allez voir que pour les valeurs qui sont nettement à l'opposé et qui sont horizontales, donc le sinus va être nul, donc va être égal à 0. Donc vous connaissez bien le cercle trigonométrique, bien sûr. Lorsque j'ai en radian ou en degrés les valeurs des arcs, supposons que c'est en degrés, donc j'ai 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés. Donc je vais dire le sinus de 0 degré est égal à 0. Le sinus de pi sur 2 ou 90 degrés est égal à 1. Le sinus de 180 degrés ou pi est égal à 0. Le sinus de 270 degrés ou 3 pi sur 2 est égal à -1. Très important, c'est-à-dire pour les arcs qui délimitent les cadrans. Je me souviens avoir vu déjà les arcs qui délimitent des cadrans. Ce sont des arcs frontières, c'est-à-dire ce sont des arcs qui n'appartiennent à aucun cadran. Ils sont juste situés sur les axes, soit les axes OX ou OY ou X''O ou Y''O. Et vous savez qu'il existe 4 cadrans. Okay? De la droite vers la gauche, j'ai mon premier cadran, mon deuxième cadran, mon troisième et mon quatrième cadran. Très important de bien identifier tout ça. Donc, nous allons terminer avec le sinus. Nous venons de l'identifier ici. Ici, nous nous rapportons à l'étude de la fonction sinus ici, mais plus tard, nous allons voir son graphe. Peu à peu, on avance, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le sinus? Donc, tout ici, c'est sinus. Ici, tout ça, sinus, sinus. Donc, le sinus est compris entre quoi? Entre -1 et 1. Donc, le sinus est compris entre -1 et 1. Donc, c'est normalement son image. Donc, le domaine de définition de la fonction sinus, comme vous pouvez observer, nous pouvons voir une infinité de valeurs ici, entre -1 et 1. Par exemple, on a ici le 0, bien sûr, donc c'est-à-dire l'origine, le 0 était ici. Donc, nous avons une infinité de valeurs. Par exemple, je dis 0, moins 0,90, moins 0,80, moins. Donc, j'ai 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à ce que j'arrive à une infinité de valeurs. Donc, le domaine de définition de la fonction sinus, le domaine de définition de la fonction sinus, ça va être, bien sûr, l'ensemble des réels.
OK? Donc, l'image de la fonction sinus, bien sûr, ça va être entre moins 1 et 1. OK? Fermé. Moins 1 et 1. Ça va être son image. OK? Donc, je ne peux pas aller au-delà de 1 pour la fonction sinus. C'est-à-dire, si on me dit que sin θ est égal à 1.1, je dois fermer les yeux pour dire que ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas trouver, je ne peux pas avoir un arc, okay, dont la valeur prise par la fonction sinus me donne 1.1. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de valeur. Donc, je dois être toujours entre moins 1 et 1. Au-delà, le sinus n'existe pas. C'est fondamental de comprendre tout ça, de savoir tout ça. C'est fondamental. Donc, ici, en valeur de degré, on dit qu'on a 0 degré, okay, ou 0 pi. On a 90 degrés ou pi sur 2. Okay. Ici, on a 180 degrés ou pi. Également, ici, nous avons 3 pi sur 2 ou 270 degrés. 3 pi sur 2, 270 degrés. Et on termine avec 2 pi ou 360 degrés. Okay? Donc, il existe une relation pour pouvoir convertir, pour pouvoir passer de degrés à radians et vice-versa. Ce rapport-là s'appelle le rapport d'équivalence ou encore facteur d'équivalence qui nous dit que pi radian, c'est-à-dire pour passer de radian à degré, c'est bien le rapport de pi radian sur 180 degrés. Donc, ce facteur d'équivalence, ce rapport d'équivalence va me permettre de passer de n'importe quelle mesure, unité de mesure, soit radian ou degré, l'un à l'autre, vice-versa. Okay? Et ça, c'est ce facteur. On parle de facteur d'équivalence. On parle de facteur d'égalité, on parle de rapport d'équivalence, on parle de rapport d'égalité. OK? Très, très important, très fondamental. Nous allons continuer avec le sinus. Donc, à 0 degré, n'est-ce pas? J'ai le sinus 0 degré qui, ici, donc, c'est sinus 0 degré est égal à 0. Mais quand je continue, parce que le cercle trigonométrique est orienté de la droite vers la gauche, donc, on peut dire que d'ici à ici, la fonction sinus est croissante là, parce que je vais passer de 0 à 1. Okay? Donc, nous disons que ici, le sinus est positif, et bien sûr, est croissante. Ici, quand on passe de 1 à 0, pourquoi? Parce que je vais descendre ici. Je vais descendre pour arriver à 0. Donc, de 1 à 0, je descends. Okay? La fonction sinus est toujours positive. Cependant, cette fonction est décroissante. Elle est décroissante. Okay? En fait, je parle d'une branche. Okay? Parce que quand on va étudier les fonctions trigonométriques inverses, vous allez voir, quand on va étudier les arcs sinus, quand on va étudier les axes sinus, vous allez voir effectivement que cette croissance-là est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je passe de 0 à moins 1. Là, je peux dire que le sinus est négatif. La fonction sinus est négative ou le sinus est négatif. Parce que ici, je parle de 0 à moins 1 dans le négatif. Ici, je suis encore dans le positif parce que 0 à 1, je suis toujours à droite, à droite des réels. De 1 à 0, je suis toujours à droite. Okay? C'est pourquoi c'est positif. Mais de 0 à moins 1, je suis dans le négatif. Et de moins 1 à 0, je suis encore dans le négatif. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas encore à la partie positive. C'est pourquoi le sinus est
positif, positif, négatif, négatif. Donc, positif dans le premier et deuxième cadran et négatif, troisième et quatrième dans le troisième et quatrième cadran. Et donc, le sinus est positif dans le premier et deuxième cadran et puis négatif dans le troisième et quatrième cadran. Donc, c'est important de bien maîtriser ces notions parce que pour compter, donc, je parle ici de cadran. Premier cadran, le sinus est positif. Deuxième cadran également. Troisième cadran, le sinus est négatif. Ainsi que dans le quatrième cadran, cette fonction est négative. Très important. Donc, on a parlé de domaine de définition, on a parlé d'image, c'est-à-dire rang, le rang ou l'image, n'est-ce pas? Donc, on parle de tout ça. Okay? Très bien. Maintenant, nous allons considérer la fonction cosinus. Toujours les préalables, toujours les considérations. Il faut jumeler en tout temps les définitions et les théorèmes. OK? Ça marche de pair. Très important. Maintenant, la fonction que nous allons voir en deuxième lieu, eh bien, la fonction cosinus. En fait, le cosinus, comme son nom l'indique, on a un préfixe co, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir, c'est bien l'abréviation cos. Donc, on va ajouter θ juste pour parler de langue, n'est-ce pas? Bien, vous allez voir que le cosinus est le complément de la fonction sinus. C'est son complément. Okay? Donc, le cosinus est la fonction en complémentaire. Bien sûr, quand on parle de fonction, il faut voir la fonction trigonométrique, c'est pas complémentaire. De la fonction sinus. OK? Quand on parle de complémentaire, il faut voir 90 degrés moins quelque chose, moins un arc. OK? Parce que quand on parle de complémentarité, il faut voir la somme qui me donne 90 degrés. 90 degrés, je sais que si j'ajoute θ, ça va me donner 90, donc 90 degrés moins θ. Si j'ajoute θ, ça donne tout simplement 90. Vous voyez? Donc, je peux dire que 90 degrés encore, c'est-à-dire pi sur 2 moins θ plus θ me donne 90 degrés ou encore ça me donne pi sur 2. OK? Quand on parle de complémentaire, c'est-à-dire si je parle de sin pi sur 2 moins θ, ça me donne cos θ. C'est là qu'on parle de complémentarité. OK? Vice-versa, si j'ai cos pi sur 2 moins θ, donc ça me donne sin θ. C'est d'où on parle de complémentarité. Ce sont des angles complémentaires. OK? C'est-à-dire la somme doit donner 90 degrés ou pi sur 2. D'où on parle de fonction complémentaire. OK? Sinus et cosinus sont complémentaires. Maintenant, c'est quoi la définition du cosinus? Le cosinus correspond, OK, si le sinus correspond à la deuxième composante d'un point trigonométrique, c'est-à-dire d'un point situé sur le cercle trigonométrique, le cosinus, quant à lui, représente la première composante du point du cercle, la première composante d'un point trigonométrique ou
d'un point situé sur le cercle trigonométrique. Le cosinus correspond à la première composante. Du point trigonométrique la même chose si je dis d'un point situé sur le cercle trigonométrique, c'est la même chose, c'est le même langage. En fait, cette première composante, je vous ai écrit tout à l'heure que l'abscisse correspond à la première composante. Par conséquent, le cosinus d'un angle correspond bien sûr à l'abscisse. À l'abscisse du point. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons considérer un triangle rectangle. Pour tout triangle rectangle, le cosinus d'un angle complémentaire, bien sûr, correspond au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. OK? Donc, quand je parle de tout triangle rectangle, nous allons considérer le même triangle, le triangle OAC qui est rectangle en A. OAC. Donc, nous allons considérer cette rubrique ici. Donc, O, nous allons rapporter ce triangle, okay, ici. Donc, le côté adjacent est bien ce côté ici. Le côté adjacent correspond toujours au côté qui forme l'angle complémentaire considéré. Donc, si je considère cet angle, l'angle complémentaire ici, donc le côté adjacent est le côté qui forme l'angle considéré avec l'hypoténuse. Regarde, j'ai l'angle ici, j'ai le côté adjacent et j'ai l'hypoténuse. Donc, le côté, n'est-ce pas, qui forme l'angle considéré, n'est-ce pas, et qui joignent, n'est-ce pas, l'angle, et qui forme aussi l'angle droit. Et le côté qui forme l'angle avec l'angle droit, donc c'est le côté adjacent. Et c'est toujours ici l'hypoténuse. Bien sûr, c'est bien l'hypoténuse. Donc le rapport entre ce côté et l'hypoténuse, ça correspond à la fonction cosinus. Donc je peux dire que cos θ égale à OA sur OC. Or, nous avions dit que OC représente le module, c'est-à-dire le rayon, ok? Le rayon qui est égal à l'unité. Donc, je peux dire que OA sur OC qui représente le rayon ou encore le module qui me donne 1. Donc, je peux tout simplement conclure que cos θ est égal à OA. Vous voyez? Cos θ est égal à OA. Donc, je peux dire ici cos θ. Donc, ça, c'est notre deuxième fonction. Maintenant, ici, nous pouvons rencontrer le cosinus ici. Commençons de moins 1, ici, passer par 0 jusqu'à 1. Tout ça représente le cosinus. OK? Le cosinus est horizontal, tandis que le sinus est vertical. Très important. Donc, j'ai cos ici, cosinus. J'ai cosinus ici. OK? Donc, il y a un qui est debout, l'autre qui est couché. OK? L'autre, le cosinus est couché, n'est-ce pas? Est en position, n'est-ce pas, horizontale, tandis que le sinus est en position verticale tout le temps.
La similitude est que les deux fonctions se trouvent caractérisées dans l'intervalle -1 et 1 fermé. Donc, comme le sinus, nous venons de voir, donc le cosinus se trouve entre -1, n'est-ce pas, et 1. Donc, ça, c'est l'image, ça, c'est le rang, ok, le rang de la fonction cosinus. Donc, entre -1 et 1, je peux trouver une infinité de valeurs. C'est pourquoi le domaine de définition de la fonction cosinus est également le domaine de définition de la fonction cosinus est également l'ensemble des réels. Okay? Très bien. Donc, si je dois calculer cosinus de pi sur 2, 0, cosinus de 3pi sur 2, c'est 0. Tandis que cosinus de 0, ça va me donner 1. Le cosinus de pi ou cosinus de 180 degrés, ça me donne -1. Très important parce que j'ai ici 0 degrés, j'ai 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés et 360 degrés. N'est-ce pas? Ça, c'est en degrés. En radians, je vais avoir, bien sûr, 0 radians. J'ai pi sur 2 radians. Donc, pi sur 2 multiplié par 2, donc je vais avoir pi ici. Donc, j'ai ici 3pi sur 2. Et j'ai 4pi sur 2 qui est égal à 2pi. Donc, j'ai 1pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2, 4pi sur 2. 4pi sur 2 n'est autre que 2pi. Okay? Par conséquent, le cosinus va être positif dans le premier cadran. Pourquoi? Parce que j'ai ici 0 et 1. C'est bien sûr, c'est positif. Je suis encore dans la partie positive de l'axe. OK? Dans le deuxième cadran, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer de 0 à -1. Parce que j'ai 0 ici, l'origine là, c'est 0. Donc, de 0 à -1, donc, c'est la partie négative de la fonction cosinus. OK? Dans le troisième cadran, je suis toujours à gauche, puisque à gauche, je suis dans la partie négative. Donc, je vais toujours avoir moins. Donc, c'est négatif. La fonction sinus est négative. Tandis que ici, je vais passer de 0 à 1. Donc, ça reprend. Donc, le cosinus, la fonction cosinus est positive, n'est-ce pas, dans le premier et dans le quatrième cadran. Et elle est négative dans le deuxième et troisième cadran. OK? Qu'est-ce qui arrive? Pour passer de 1, n'est-ce pas, à 0, donc, vous voyez, il y a la fonction qui décroît ici. Maintenant, pour passer de 0 à -1, ça continue à descendre. Maintenant, pour passer de -1 à 0, donc il y a le signe est encore négatif, mais cependant, il y a une croissance un peu, ça augmente. Et pour passer de 0 à 1, encore, ça augmente. Très bien. Donc, c'est pourquoi c'est fondamental de savoir que dans le premier cadran, le cosinus est quoi? Est positif. Dans le deuxième, la fonction est négative. Également dans le troisième cadran et quatrième cadran. Et la fonction cosinus reprend, n'est-ce pas, son signe positif. OK? Donc, nous sommes en train d'identifier les fonctions. Également, nous sommes en train de voir d'autres éléments de la fonction cosinus. Donc, nous disons pour le cosinus, dans le premier cadran, le cosinus est positif. Dans le deuxième cadran, ça change. Le cosinus est quoi? Est négatif. Dans le troisième cadran, le cosinus est encore négatif. Mais tandis que dans le quatrième cadran, le cosinus est positif. Ça, c'est pour la fonction cosinus. OK? Donc, si je fais un résumé ici, pour parler des signes, okay, je vais dire les cadrans. Okay? Je vais mettre les cadrans ici.
deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Okay? Je parle de cadran. Donc, cadran. Puis, je vais mettre ici cosinus. Puis, je vais tout simplement dire c'est cos. Cos. Vous voyez? On va dire ici, dans le premier, on va dire que les deux sont positives, les deux fonctions. Dans le deuxième, on a le sinus qui est positif, tandis que le cosinus négatif. Dans le troisième, on a les deux qui sont des fonctions négatives. Et quatrième, on a le sinus qui est négatif et le cosinus positif. Donc, si on veut étudier les signes, c'est important de un peu maîtriser ce tableau. Okay? Nous allons essayer de compléter ce tableau avec, au fur et à mesure que nous avançons avec les autres fonctions. Okay? Donc, c'est bien sûr, il va y avoir tangente, cotangente, etc. Donc, nous allons essayer de compléter ce tableau. C'est important de maîtriser, de comprendre les signes de chacune des fonctions. Donc, après, on va parler de tangente. Donc, c'est bien tangente de l'angle θ, bien sûr. Je vais mettre tangente ici. Après, on va voir cotangente, COT, ok, pour cotangente. Puis la sécante, SEC. Et puis la coséquente, on va dire c'est CSC. Okay? Très bien. On va au fur et à mesure compléter ce tableau juste pour vous aider à bien maîtriser les signes. Okay? Très important. Donc, nous venons d'identifier le sinus et le cosinus. Maintenant, il nous revient de continuer avec la fonction tangente. N'oubliez pas, en trigonométrie, il existe deux catégories de fonctions. Okay? Il existe les fonctions trigonométriques proprement dites ou fonctions trigonométriques principales et les fonctions trigonométriques réciproques ou fonctions trigonométriques inverses. Donc, dans la première catégorie, nous trouvons le sinus, le cosinus et la tangente. Tandis que dans la deuxième, nous avons la cotangente, la sécante et la coséquente. Donc, les fonctions trigonométriques, okay, se divisent en deux catégories. Fonctions trigonométriques proprement dites ou principales et les fonctions trigonométriques réciproques ou inverses. Okay. Les fonctions trigonométriques principales, nous avons le sinus, nous avons le cosinus et puis la tangente. Tandis que dans cette catégorie, nous trouvons la cotangente, la sécante et la coséquente. Ok, très important. Ok, maintenant nous allons identifier la tangente. Pour identifier la fonction tangente, comme nous venons de le faire pour les fonctions sinus et cosinus, il est impératif d'utiliser les définitions. Il est impératif de considérer les définitions, les éléments, les théorèmes, okay, pour pouvoir arriver à terme. Maintenant, c'est quoi comme définition? On parle de tangente. Bien sûr,
abréviation, on dit TAN. Donc, je vais ajouter toujours θ pour faciliter le travail. Donc, comme définition ou concept ou aspect important, nous disons que la tangente d'un angle représente le rapport existant entre le côté opposé et le côté adjacent. Mais bien sûr, il s'agit bien pour tout triangle rectangle. Donc, côté opposé sur côté adjacent. Je dis bien, c'est pour tout triangle rectangle. Et également, on dit que la tangente correspond au rapport qui existe entre le sinus d'un angle et son cosinus. Pourquoi? Parce que nous avions vu que le sinus correspond à l'ordonnée, tandis que le cosinus correspond à l'abscisse. Donc, lorsque j'ai le rapport entre ordonnée sur abscisse, ça me donne tangente. Donc, la tangente d'un angle est aussi le rapport entre l'ordonnée sur l'abscisse. Très important à savoir. Vous pouvez noter ça. Tangente d'un angle, ordonnée sur abscisse. Ordonnée correspond à quoi? À sinus, ok, de l'angle. Puis abscisse correspond à la fonction cosinus. Considérons les triangles d'abord, on va dire triangle OEG, rectangle en E. OK? Nous allons travailler avec triangle et le triangle, c'est bien le triangle OAC, rectangle en A. Pour le premier triangle, nous allons dire tangente, n'est-ce pas? C'est quoi? Opposé sur adjacent. Opposé, le côté qui est opposé à θ, eh bien EG. Donc je vais dire EG sur adjacent et le côté OE. Vous voyez bien, mais OE représente le rayon, n'est-ce pas? Si vous voyez bien, donc le rayon est égal à 1. On est en présence d'un cercle trigonométrique. Donc tout simplement, je vais dire que tangente θ égale à EG. Donc je vais dire ici, j'ai la fonction tangente. Tangente θ. Vous voyez comment nous sommes en train d'identifier facilement les fonctions en partant, en considérant tout simplement les définitions. C'est fondamental. Okay? Très bien. Maintenant, nous pouvons continuer avec le deuxième triangle qui est bien sûr le triangle OAC. Maintenant, pour le deuxième triangle, nous pouvons dire que tangente, considérant la même définition, côté opposé sur côté adjacent. On va dire AC sur OA. Mais on sait que AC est isométrique à OB. Donc c'est la même chose si on écrit OB sur OA. Mais OB représente le sinus. Donc sin θ. OA, nous venons de voir que OA représente le cosinus, cos θ. Donc en faisant ce rapport, donc nous allons écrire que effectivement sin θ, tangente θ est égal à sin θ sur cos θ. Cos θ. Vous voyez? Donc ça c'est important de comprendre tout ça, ce rapport. Il y a d'autres
et tangente que nous pouvons considérer. Donc, ici, j'ai le point tangente, mais là aussi, j'ai un point tangente parce que j'ai cette droite-là. Cette droite qui est tangente à mon cercle, n'est-ce pas? Donc, si je considère le théorème de tout à l'heure que j'ai énoncé, disant que toute droite séquente à un cercle est perpendiculaire à son rayon. Par conséquent, je peux considérer le triangle OCM qui est rectangle en C. OK? En partant de cette définition, de ce théorème, bien sûr de ce théorème au lieu de définition, partant du théorème disant que toute droite tangente à un cercle est perpendiculaire à son rayon, donc je peux considérer le triangle OCM. OK? Très bien. OK. Triangle rectangle OCM. OCM. Rectangle en C, bien sûr. Vous voyez, ça c'est le triangle. J'ai mon angle droit ici, OCM. Par conséquent, j'ai mon angle ici, donc CM représente le côté opposé, OC représente le côté adjacent, OC côté adjacent, et puis ici OM représente l'hypoténuse parce que j'ai mon angle droit ici. Donc l'angle droit, par conséquent OM, est le côté opposé à l'angle droit, ce qui veut dire que OM est l'hypoténuse. Donc si je veux tangente θ, c'est le rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Donc ça va être CM sur OC. Or, je sais que OC représente le rayon, c'est-à-dire correspond au rayon, qui est égal à 1. Tout simplement, je vais dire que tangente θ est égal à CM. Donc, vous voyez, CM est bien également la tangente. Okay? Très important de comprendre et de maîtriser tout ça. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive là? Okay? La tangente touche le cercle trigonométrique en un point. Donc, ici, on parle de point E. Donc, c'est le 0. Okay? Ici, on parle de point C. Mais la droite qui est parallèle à l'axe des Y, on parle d'axe des tangentes. Donc, je vais dire ici, ça c'est axe des tangentes. Axe des tangentes. Je vais en profiter pour identifier les autres axes. Je dis ici, ça c'est l'axe des abscisses. Ici, c'est axe des ordonnées. Ok, très important. Mais tandis que ici, je ne veux pas parler d'axe tangente. Les axes, ce sont les droites qui sont parallèles, soit à l'axe des abscisses ou à l'axe des ordonnées. Mais les autres, je parle de droite. C'est la différence entre droite et axe. Okay? Donc, je peux dire ici, qu'il s'agit de droite tangente. Mais des fois, on confond droite et axe. Moi, je préfère les différencier de cette façon. Et toute droite parallèle et à l'axe des ordonnées et qui touche, okay, toute droite tangente, bien sûr, toute droite tangente à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? Bien sûr, quand je dis tangente, ça veut dire que ça touche le cercle trigonométrique en un point. Moi, je parle d'axe. Il existe un seul axe, l'axe des tangentes. Et puis, les autres, je parle de droite. Il existe une infinité de droites tangentes et un seul axe des tangentes. Très important. Maintenant, parmi
les figures, ici, nous avons notre axe. Ça, c'est ici, ça, c'est l'axe des tangentes. Donc, on parle de tangente. Axe des tangentes. Ici. Cette figure-là représente la tangente. J'ai l'axe. Okay? J'ai mon cercle ici. Qu'est-ce qui arrive? Donc, ici, j'ai mon 0. Ça, c'est considéré comme le point E ici. Donc, j'ai mon 0. OK? Au-dessus, j'ai les valeurs positives de la fonction tangente. Et de 0 à moins l'infini, j'ai les valeurs négatives. Qu'est-ce qui se passe dans le premier cadran? Dans le premier cadran, n'importe quel arc en position normale que je prends ici, ça va être positif. N'importe quel arc, parce que ça peut toucher ça va toucher exactement l'axe des tangentes. N'importe quel arc ici, donc en faisant la projection sur l'axe des tangentes, je vais avoir, ça va toucher ici. Okay? Cependant, quand j'arrive à ce point-là, c'est-à-dire pi sur 2, peu importe, mais n'importe comment que je peux prolonger, je ne vais jamais arriver à la fonction et tangente. Ça va être vraiment parallèle, ça va continuer comme ça. Parce que si je prends le point ici, je peux dire que je vais toucher ici, il faut faire attention, je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Je dois être capable de continuer. Donc, ça veut dire que ça va s'étendre à l'infini. C'est pourquoi tangente pi sur 2 n'existe pas. C'est indéfini. Ici, si j'ai ce point ici, si je prolonge sur l'axe des ordonnées, je vais à l'infini être parallèle à l'axe des tangentes. Par conséquent, la tangente n'existe pas. C'est pourquoi j'ai mis les quantificateurs existentiels pour dire que ça n'existe pas. Okay? Donc, il existe deux sortes de quantificateurs. Les quantificateurs universels, quel que soit, ou bien pour tout, et les quantificateurs existentiels. Okay? Donc, j'utilise non existentiel ici pour dire que tangente 3pi sur 2 n'existe pas. Tangente pi sur 2 n'existe pas. Parce que ça va être toujours parallèle. Et je dis ici, dans le premier cadran, la tangente est positive. Dans le deuxième cadran, si vous observez bien, je vais être à gauche pour la fonction cosinus, mais je vais être au-dessus, c'est-à-dire en haut pour la fonction sinus. Par conséquent, le signe de la fonction sinus, le signe de la fonction tangente, ici, dans le deuxième cadran, dépend de la fonction cosinus. Puisque plus par moins donne moins, donc je vais dire que la fonction tangente est négative dans le deuxième cadran. Qu'est-ce qui se passe dans le troisième cadran? Dans le troisième cadran, je sais que cosinus et sinus sont négatives, c'est-à-dire les fonctions cosinus et sinus sont négatives. Par conséquent, je vais avoir positif. Mais également, nous pouvons observer, lorsque j'ai un arc ici, pour aller vers la tangente, je dois normalement couper. Je dois passer par ici. Puisque je dois passer par là, donc ça va toucher la fonction tangente vers le haut. Parce que si je suis ici, je peux pas aller toucher la fonction tangente vers le bas là. Je peux pas. Okay? Je dois passer par ici, par le point ici, le point d'origine, le point central. Je dois toujours considérer ce point-là. Ça, c'est important de passer par l'origine. Okay? Il faut pas faire n'importe quoi. Okay? C'est pourquoi la fonction tangente est nulle ici. Pourquoi elle est nulle? Parce que lorsque j'ai un point, lorsque je considère un point ici, pour aller vers la tangente, je dois toujours passer par l'origine. Donc, ça va tomber toujours, ça va correspondre toujours à 0. Si je suis ici pour aller vers la fonction tangente, je dois passer par l'origine. Donc, ça va être positif. La valeur va être positive ou bien l'arc va être positif. C'est pourquoi dans le troisième cadran, la fonction tangente est positive.
Ok? La fonction tangente est positive parce que je dois toujours passer par l'origine. Très, très fondamental, très important de comprendre ça. Parce que si j'ai un point ici, ok? Donc, pour atteindre la fonction tangente, je dois passer par l'origine. Donc, jamais je vais arriver. Jamais. Je vais jamais arriver. OK? Pourquoi les fonctions, les A qui sont juste ici, je peux dire que peuvent tout simplement toucher la tangente, c'est parce que si je vais prendre juste la projection vers l'origine, je peux juste continuer en pointillé ici pour arriver à l'origine, mais si je continue, je vais être vraiment en haut, mais quand même, je vais arriver. C'est pourquoi les valeurs qui sont ici sont positives. Mais si je suis ici, je dois aller toucher la fonction ou bien l'axe des tangentes, je dois toujours passer par l'origine. Pour passer par l'origine, je suis obligé de passer par là, donc je vais être négatif. C'est important de comprendre ça. Il faut toujours passer par l'origine. Ok? On parle de l'origine au point central. Il faut passer par là. Okay? C'est le chemin. Le chemin sine qua non. Lorsque vous comprenez ce concept-là, de passer par l'origine, donc vous allez être à l'aise en trigonométrie. C'est pas n'importe quel chemin, on prend pas n'importe quel chemin, c'est indiqué de passer par l'origine. C'est-à-dire, lorsque je suis dans le deuxième cadran, lorsque j'ai un arc dans le deuxième cadran et que je veux aller, n'est-ce pas, je veux calculer sa tangente, je dois normalement faire la projection entre 0 et moins l'infini vers le bas, parce que j'ai pas le choix de passer par l'origine. C'est pourquoi les valeurs sont négatives. D'autres raisons également, c'est parce que la fonction sinus est positive, tandis que la fonction cosinus est négative. Donc, lorsque j'ai plus par moins, ça me donne moins. Vous voyez, il y a plusieurs logiques de comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le quatrième cadran? Alors, la fonction tangente est négative aussi parce que dans le quatrième cadran, si j'ai un arc ici, donc si je fais un pointillé pour continuer, je dois toujours aller vers le négatif. C'est pourquoi c'est important de passer toujours par l'origine. Donc, dans le quatrième cadran, la fonction tangente est négative, c'est ça. Donc, positive, négative, positive, puis négative. Important de comprendre les concepts, de bien maîtriser les concepts. OK? Parce que je dois toujours passer par l'origine. Okay? Très important. Donc, nous venons d'identifier les trois fonctions trigonométriques principales. Alors, il revient à maintenant travailler avec les fonctions trigonométriques réciproques. Donc, la première fonction réciproque que nous allons voir est la cotangente. En fait, la cotangente, c'est la fonction complémentaire complémentaire à la tangente. Et ces deux fonctions, les seules fonctions trigonométriques qui sont à la fois complémentaires et réciproques sont la tangente et la cotangente. Également, elle est sa réciproque. Elle est sa réciproque ou elle est la fonction réciproque ou inverse de la tangente. Et c'est la fonction à la fois complémentaire et également fonction réciproque. Très important de comprendre ça, de comprendre ce concept-là. Maintenant, nous allons considérer les triangles et aussi les définitions pour parler de la cotangente. En fait, la cotangente, comme nous venons de voir,
dans la définition, eh bien, nous pouvons dire tout simplement que la cotangente est l'inverse de la tangente. Comme tout à l'heure, nous avons vu que c'était sin sur cos. Maintenant, on va voir cos sur sin. Donc, on va avoir abscisse sur ordonnée. Donc, c'est abscisse sur ordonnée. C'est-à-dire adjacent sur opposé. C'est tout simplement ça. Donc, c'est l'inverse. Okay? Donc, le rapport du côté adjacent sur le côté opposé. Donc, l'abscisse sur ordonnée, ça me donne cotangente. Okay? Donc, nous allons considérer les triangles OBC et OFG. Après, le triangle, eh bien, OCN. Okay? Très important de maîtriser ces concepts-là. Avec ça, vous allez être à l'aise avec la trigonométrie. Vous allez être à l'aise avec la trigonométrie, je vous rassure. Et donc, on a cotangente, COT. Donc, dans certains ouvrages, on trouve CTG, c'est pas grave, ou CTG, c'est pas grave, ok? L'important est qu'on comprend ce qu'on fait. Donc, on dit COT, θ. Hein? Bien sûr, nous devons considérer le triangle, n'est-ce pas? C'est bien adjacent sur opposé. Ok, la définition. Donc, nous allons considérer plusieurs triangles. Les triangles, ok, OCN, les triangles OFG et OBC. Donc, pour identifier la cotangente, nous allons surtout travailler avec le triangle OFG. Nous allons considérer ce triangle. Donc, OFG, c'est bien ce triangle rectangle en F. Okay? Rectangle en F, qu'est-ce qui arrive? Donc, le côté opposé à l'angle droit, eh bien, le côté OG, donc ça représente l'hypoténuse, tandis que ici, j'ai le côté opposé, c'est bien OF, parce que je considère cet angle complémentaire, et mon côté adjacent, ça va être FG. Par conséquent, je vais dire cotangente COT, tangente. Donc, on va dire côté adjacent, ça va dire abscisse FG sur côté opposé, bien OF. OK? Mais OF, ici, représente le rayon. OF correspond au rayon. Et le rayon est égal à l'unité, parce qu'on est en présence de cercles trigonométriques. Donc, tout simplement, nous pouvons dire que la cotangente, est égale à FG. Okay? Donc, cotangente est égale à FG. Donc, effectivement, nous allons dire COT, θ, bien FG. D'autres triangles que nous devons considérer, est bien le triangle OCN. OCN, c'est d'autres triangles. Toujours la même définition. On va dire abscisse sur ordonnée, côté adjacent sur côté opposé. Donc, on va dire, en considérant le triangle OCN, j'ai mon angle θ ici. Le côté adjacent est bien CN. Le côté opposé OC et l'hypoténuse est bien ON. Donc, je dis c'est abscisse sur ordonnée. Adjacent, ça va être CN sur OC. Eh bien, en considérant le triangle, bien sûr, est OCN. Mais OC représente le rayon. Donc, j'ai CN sur R. R est égal à 1. Donc, cotangente θ
correspond à Cn. Vous voyez, le segment ici, Cn, est bien la cotangente. Vous voyez, très important de comprendre tout ça. Donc, c'est facile d'identifier et chaque fonction lorsqu'on connaît bien, lorsqu'on maîtrise bien les concepts. Ok? C'est pas difficile. Ce n'est pas difficile du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas difficile du tout, du tout, du tout. Maintenant, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que ici représente l'axe, n'est-ce pas, des cotangentes. Axe des cotangentes. Alors, je pourrais l'écrire, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire ici, cotangente. Ok? Ici, c'est l'axe des cotangentes. Donc, j'ai moins l'infini, puis j'ai plus l'infini, j'ai plus l'infini, j'ai moins l'infini, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini, j'ai plus l'infini, j'ai moins l'infini. Okay? Très important de comprendre ça. Okay? C'est l'axe des cotangentes. Ici, cette figure représente la cotangente. La cotangente ainsi que le cosinus, ce sont des fonctions trigonométriques horizontales. Ok? Okay. Ici, j'ai la cotangente. Donc, la cotangente est parallèle au cosinus, n'est-ce pas? Ils ne vont jamais se toucher. Ces deux fonctions-là ne vont jamais se rencontrer. Par conséquent, si j'ai un point ici, ok? J'ai un point ici, je dis ici c'est moins 1 ou pi, ok? Donc si j'ai un arc pi ici, donc si je veux voir c'est quoi sa cotangente, eh bien, n'oubliez pas que je dois toujours passer par l'origine. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est l'origine. Je dois passer par l'origine. Est-ce que je vais toucher la cotangente? Jamais. C'est pourquoi je dis que la cotangente pi de pi, la cotangente pi n'existe pas. Cotangente de 2pi non plus n'existe pas. J'ai ici 2pi. J'ai ici pi ou 180 degrés. J'ai 0 degré. J'ai 3pi sur 2 et ici j'ai 2pi qui correspond à 0. Donc, cotangente de pi donc, est bien 0. Cotangente de 3pi sur 2 est bien 0. Mais cotangente de pi et de pi n'existe pas parce que je ne peux pas passer par... je peux pas, en passant par l'origine, n'est-ce pas? Ça, c'est l'origine. Très important de comprendre ça. Ici, ça s'appelle origine. Il faut passer à l'origine. Okay? Le parcours est bien l'extrémité de l'arc, origine, la fonction que je veux. Très important. C'est pourquoi vous allez voir pour les fonctions coséquentes et séquentes ou les fonctions séquentes et coséquentes, eh bien, ces fonctions-là n'existent pas à l'intérieur du cercle. Ils vont exister tout simplement à l'extérieur. Vous allez voir, ça c'est compris entre moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini pour ces deux fonctions-là. Ok? Très important de passer par l'origine. Donc, si je suis ici, je dois aller, je peux prolonger à l'infini, je ne vais jamais toucher la fonction cotangente. Jamais. Parce que je dois passer par l'origine et je suis ici. J'ai l'extrémité de l'arc qui est ici, en pi. Donc, je ne peux jamais arriver à toucher la cotangente. C'est important. Qu'est-ce qui se passe dans le premier cadran? Je dis que la fonction cotangente est positive. Pourquoi? Parce que si je prends un arc ici et que je veux calculer sa cotangente, je peux juste tout simplement faire
projection parce que j'ai déjà l'origine qui est déjà là. Je peux aller en pointillé pour arriver, donc ça c'est pas grave. Parce que si j'ai un arc ici, je peux aller en pointillé, je vais arriver à l'origine, mais où est-ce que je vais trouver la cotangente? C'est de ce côté. La cotangente n'est pas en bas, la cotangente est en haut, donc je vais continuer, donc je vais toucher la cotangente de ce côté-là. Okay? Et par conséquent, la cotangente dans le premier cadran, elle est positive. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième cadran? Dans le deuxième cadran, vous savez que le cosinus est négatif parce que si j'ai un arc ici, okay, pour le cosinus, je vais toujours rester ici parce que je vais toujours être à gauche parce que le cosinus est compris là dans cette section entre 0 et moins 1. Alors, entre 0 et moins 1, ce sont des valeurs négatives. Donc, je suis à gauche. C'est pourquoi la cotangente est négative. Tandis que le sinus est positif ici. C'est pourquoi je peux, si je suis ici, mais je dois toujours aller ici pour aller calculer la cotangente. Ouais, donc ça peut être toujours à gauche. C'est pourquoi la cotangente est négative. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le troisième cadran? Dans le troisième cadran, la cotangente est positive. Pourquoi? Lorsque je considère n'importe quel arc entre ici, dans le troisième cadran, pour aller à cotangente, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quand même éviter les arcs qui délimitent les cadrans. C'est-à-dire, je dois toujours avoir un petit 0 ici, parce que ça n'existe pas. Okay? Je dois toujours dire que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est mon 0, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je vais, en prolongeant, je ne peux pas prolonger ici, là, parce que je dois passer par l'origine. En prolongeant ici, je vais aller dans la partie positive de la cotangente. Ici, je suis proche de 0, mais en passant, ça frôle, ça va aller plus peut-être dans ce petit coin-là, mais c'est toujours la partie positive. Donc, je dois faire attention également pour dire que la cotangente ici, je dois faire attention, ça n'existe pas, je dois vraiment faire attention ici pour la cotangente. C'est la même chose, je dois toujours passer par l'origine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le troisième cadran? Bien, la cotangente est négative. Pourquoi? Parce que le sinus est négatif. C'est pourquoi la cotangente, dans le premier cadran, je dis, elle est positive. Deuxième cadran, elle est négative. Troisième cadran, elle est positive. Quatrième cadran, elle est négative. Okay. J'ai séquente ici. Séquente. La fonction séquente. Et vous allez voir après pourquoi je parle que, n'est-ce pas, la séquente, ok, la séquente qui constitue le prolongement du rayon, donc il faut prendre à partir de la valeur 1, parce que constitue le prolongement du rayon. On va voir la séquente. La séquente. Abréviation CEC. La séquente, écoutez bien, la séquente ainsi que la coséquente constituent le prolongement du rayon. On va voir séquente et coséquente. Okay. On dit que la séquente ainsi que la coséquente constituent les deux le prolongement du rayon du cercle trigonométrique. Important à maîtriser.
Autant à savoir. Donc, la séquente ainsi que la coséquente constituent le prolongement du rayon du cercle trigonométrique. Et quand je prolonge, je vais avoir soit la séquente ou la coséquente. OK? Quand je prolonge le rayon. Donc, inévitablement, OM représente soit la séquente ou la coséquente. Mais nous allons identifier c'est quoi. OK? Vous allez voir que quand c'est horizontal, ça constitue la séquente. Quand c'est vertical, ça constitue la coséquente. Mais il y a un point de rencontre entre les deux. Ces deux fonctions peuvent être superposables, peuvent être parallèles et confondues lorsqu'on est à 45 degrés. Okay? Si j'ajoute pi, donc c'est pi sur 4 plus pi, qui me donne 5pi sur 4. Donc, à pi sur 4 et 5pi sur 4, les fonctions sinus et cosinus, les fonctions séquentes et coséquentes sont parallèles et confondues. Et aussi, les multiples de pi sur 4, les multiples de 5pi sur 4. Donc, si je parle de multiples de pi sur 4, je vais prendre pi sur 4 plus 2kpi. Si je parle de multiples de 5pi sur 4, donc c'est 5pi sur 4 plus 2kpi également, mais c'est la même chose. En passant par pi sur 4 plus 2kpi, je vais trouver 5pi sur 4. Donc, j'ai pas besoin de dire 5pi sur 4 plus 2kpi, mais tout simplement pi sur 4 plus 2kpi. Donc, les fonctions séquentes et coséquentes sont parallèles et confondues, c'est-à-dire sont superposables. Ces deux fonctions sont égales pour un angle de pi sur 4 plus 2kpi. Très important. Mais je vais avoir la coséquente sur l'axe des ordonnées, tandis que la séquente sur l'axe des abscisses. En se baladant, ils peuvent être superposables ou parallèles et opposés, ou parallèles et confondus. Okay? Très important de comprendre ces concepts-là. Maintenant, nous allons voir d'autres conséquences en termes de rapport. Eh bien, la séquente est l'inverse de la fonction cosinus. C'est-à-dire séquent θ est égal à 1 sur cos θ. La coséquente est l'inverse du sinus. Par conséquent, coséquente d'un angle est égal à 1 sur sin θ. Okay? Nous allons voir tout ça à partir des définitions de chacune de ces fonctions. Okay? Nous allons voir tout ça à partir des définitions considérées. Donc, vous pouvez écrire, okay, la séquente est l'inverse de la fonction cosinus, ou bien la séquente est l'inverse du cosinus, la coséquente est l'inverse du sinus. Okay? C'est important. Okay? Maintenant, avec tout ça en tête, nous pouvons dire que la séquente est le rapport de l'hypoténuse sur le côté adjacent. La coséquente est le rapport de l'hypoténuse sur le côté opposé. Okay? Partant de ces deux définitions, nous allons considérer les triangles. Okay? Maintenant, quel triangle nous devons considérer ici? Nous allons considérer les triangles OCM et OCN.
N'oubliez pas que les fonctions séquentes et coséquentes constituent le prolongement. Donc, il y a d'autres triangles à considérer également. Donc, il y a le triangle OEG. Donc, très important de faire les considérations en trigonométrie. Considérons les triangles OEG, les triangles OCM et OCN. Très important. Maintenant, nous allons travailler avec le triangle. Tout d'abord, nous allons travailler avec le triangle OCM. Okay? Nous allons considérer le triangle OCM tout d'abord. OCM, rectangle, OCM, rectangle en C. Parce que j'ai la tangente. Donc, le théorème dit que toute droite tangente à un cercle est perpendiculaire à son rayon. J'ai le rayon OC, donc j'ai l'angle droit ici. Donc, en ayant l'angle droit, donc je peux considérer le triangle OCM comme étant un triangle rectangle. Très bien. Donc, par conséquent, je vais considérer la définition de la séquente. C'est quoi? Hip sur adj. Hip. OK? Donc, pour ce triangle, l'hypoténuse représente OM. OM est l'hypoténuse sur le côté adjacent et le côté qui forme l'angle OC. OC. OC représente le rayon, donc, qui est égal à l'unité, n'est-ce pas? Par conséquent, séquente est égal à OM. Séquente θ, tout simplement, égal à OM. Vous voyez? Donc, OM, ok? Je vais faire ce d'accolade juste pour identifier que ça représente séquente θ. Vous voyez? OM représente la séquente. Effectivement, c'est le prolongement du rayon. Mais j'ai ce prolongement, un prolongement horizontal. Par conséquent, séquente pi sur 2, ça n'existe pas. Donc, ici, cette figure représente la fonction séquente. La séquente constitue le prolongement du rayon, pas le rayon. Attention, hein. La séquente constitue le prolongement du rayon, mais pas le rayon. C'est-à-dire, la séquente commence là où le cosinus termine. Il faut noter ça. La séquente commence là où le cosinus termine. Très important, hein? Waouh, ça j'aime ce concept-là. Waouh, j'aime bien ça. Ok. La séquente commence là où le cosinus termine. C'est pourquoi nous avons dans la figure ici que la séquente commence là. Donc, la séquente est entre moins l'infini, moins 1, union 1 à plus l'infini. OK? Donc, c'est ça. Là, je parle de séquente. Alors, ça s'arrête là. Là, je parle de séquente. Ça s'arrête là. Là, je ne peux pas parler de séquente. OK? Je ne peux pas parler de séquente. OK? Là, je parle de séquente. Donc, si j'ai un arc ici, OK? N'oubliez pas que je dois toujours considérer le côté extérieur. Donc, si je dois aller toucher ici
la séquente, comment je vais faire? C'est vraiment impossible. Je ne peux pas couper le cercle. Je dois juste frôler le cercle. Ça va être vraiment difficile. Okay? Mais si je suis ici, pour avoir la séquence, je fais comme ça, c'est facile. Si je suis ici, c'est facile. Donc, plus j'avance ici, c'est plus difficile, mais plus je me rapproche ici, c'est plus facile. Vous voyez? Donc, tout ce que je peux faire ici, donc, vous voyez, c'est ça. Bien? Tout ce que je peux faire ici, je suis sur, là, ici. Tu vois? C'est là. Là, je suis sur le côté, vraiment. Vous allez voir que la séquence dans le premier cadran est positive. La séquence également est positive dans le quatrième cadran parce que quand je prolonge ici, je vais aller vers la droite. Mais tandis que à gauche, ici, là, dans le deuxième et troisième cadran, la séquence est négative. Pourquoi? Parce que je dois prolonger ici. OK? Donc, c'est ça. Également, ici, la séquence est négative. Également, la séquence est l'inverse du cosinus et la fonction cosinus est négative dans le deuxième et troisième cadran. Donc, ça garde le signe. C'est pourquoi je dis que la séquence est positive dans le premier et négative dans le deuxième cadran, négative dans le troisième cadran et positive dans le quatrième cadran. Okay? Donc, nous venons d'identifier la séquence. D'autres fonctions, d'autres triangles que nous devons considérer, nous avions dit, c'est bien le triangle OEG. Nous allons considérer le triangle maintenant OEG, rectangle en E. Très bien. Donc, j'ai mon angle droit ici, par conséquent, l'hypoténuse est bien OG. Et donc, la séquence θ, eh bien, c'est hip sur adj. Séquence θ, ici, me donne quoi? Regardez. Hip, eh bien, triangle OEG, OEG, hip n'est autre que OG. OG sur adj, le côté adjacent, eh bien, OE. Or, OE représente le rayon. Donc, je vais tout simplement dire que ça tend vers 1. Donc, c'est égal à 1. Je ne sais pas si ça tend, le rayon est égal à l'unité. Donc, je vais dire séquence θ est égal à OG. Vous voyez? Donc, OG représente quoi? Représente la séquence. Donc, j'ai ça, c'est bien séquence θ. J'ai aussi OG qui représente aussi la séquence. Donc, je vais avoir séquence ici. Hein? C'est prolongement vraiment du rayon. Mais d'autres triangles que nous pouvons considérer est le triangle maintenant OCN. Maintenant, nous allons considérer le triangle OCN pour la fonction coséquente. OCN. Considérons le triangle OCN. Qui est un rectangle en C. Okay? Donc, nous disons que la coséquente, c'est hip sur op, hypoténuse sur opposé. Maintenant, OCN. J'ai l'angle θ ici. Hip, ça va être ON. ON représente l'hypoténuse parce que j'ai mon angle droit ici. Okay? Par conséquent, je vais dire c'est ON sur OC. Et OC représente le rayon. Donc, coséquente θ est bien ON. Vous voyez, tout ça représente tout ça représente la coséquente. OK? Donc, j'ai
la coséquente ici. Très bien. Vous voyez? Et nous allons voir également que OG représente également la coséquente. Nous devons considérer maintenant le triangle OFG. Considérons le triangle OFG. Rectangle maintenant en F. Toujours la même définition. IP sur OP. IP. En considérant le triangle OFG, j'ai l'angle θ ici. Donc, IP, ça va être OG. Pourquoi IP OG? Parce que j'ai mon angle droit ici. Donc, le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse. Donc, OG représente l'hypoténuse. OP est le côté opposé à l'angle complémentaire considéré. Donc, dans ce cas, OF. OF représente le rayon. Donc, OF est égal à l'unité par conséquent. Coséquente θ est égal à OG. Effectivement, OG est aussi la coséquente. Donc, si nous disons que ce point C qui représente, n'est-ce pas, l'arc EC, donc, qui me donne un angle de 45 degrés, donc l'arc correspond à un angle de 45 degrés. Donc, si mon arc est pi sur 4 radians, j'ai mon angle qui est de 45 degrés, parce que je ne peux pas dire l'arc est égal à 45 degrés. Il faut faire attention. Okay? En trigonométrie, nous ne pouvons pas dire que l'arc mesure 45 degrés. Mais c'est l'angle qui mesure 45 degrés avec un arc de pi sur 4 radians. Okay? Donc, OG, vous venez de voir que, effectivement, lorsqu'on a un angle de 45 degrés, la séquente ainsi que la coséquente sont parallèles et confondues, sont superposables. OG est encore la séquente et la coséquente. Okay? Très important de comprendre ça. Okay? Donc, en fait, c'est quoi la fonction coséquente ici? Donc, la coséquente se trouve ici. Donc, lorsque je suis dans le premier cadran, si je dois chercher la coséquente, je dois prolonger ici. Donc, ça va être la partie positive. C'est pourquoi la coséquente est positive au niveau du premier cadran, dans le premier cadran. Dans le deuxième cadran, qu'est-ce qu'on a? Lorsque j'ai un arc ici, je dois aller chercher la coséquente. Ça va être aussi positif parce que je dois aller ici. Je dois me chercher et c'est pourquoi je dis que la coséquente est positive ici. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je suis au niveau du troisième cadran? Dans le troisième, qu'est-ce qui se passe au niveau du troisième cadran, ou bien lorsque je suis dans le troisième cadran? Lorsque j'ai un arc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher la coséquente ici. C'est pourquoi dans le troisième cadran, la coséquente est négative. Également, en étant dans le quatrième cadran, pour chercher la coséquente, je dois aller ici. C'est pourquoi la coséquente est aussi négative. Très important de comprendre comment ça se passe, c'est quoi le jeu. Donc, comme on vient de voir que la séquente est comprise entre moins l'infini, moins 1 fermé, union 1 plus infini, également, ça va être également pour la coséquente. Et ces deux fonctions-là sont comprises entre moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. En fait, en résumé, je dis que dans le premier cadran, la coséquente est positive. Dans le deuxième cadran, la coséquente est positive et elle est négative dans les deux autres. Okay? Donc, ça conclut en fait la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de notions. J'espère que dans
de plus bref délai, je peux étudier les graphes de chacune de ces fonctions. Ça va nous permettre de maîtriser, de comprendre encore mieux et cette notion combien transcendantale, combien indispensable en mathématiques. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez des questions. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.